Bonjour à tous, Simon Vesperini. Content de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que cette vidéo, c'était bien de la faire. Il y a quelques jours en arrière, je suivais les canaux Telegram que je suis et je tombe sur le canal de mon ami Fabrice. Et là, je lis un article qui est super intéressant. Il avait fait un post qui, pour moi, méritait d'être partagé. On parle depuis des années de la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. On parle évidemment des sanctions, on va dire, des États-Unis contre la Russie sur l'Europe ou quelque chose comme ça, vous voyez bien ce que je veux dire. Et je me suis dit que l'information qu'il partageait là, eh bien, il était important de pouvoir la partager avec tout le monde parce que parfois, il y a des choses qui sont tellement énormes qu'on ne les voit pas. Et de ce fait, eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Fabrice Béor avec nous ici pour qu'il nous présente bien cette problématique et cette chose qui, pour moi, est absolument énorme et scandaleuse, mais que l'on ne voit pas. Fabrice, merci d'être là. Bienvenue. Merci Simon de m'accueillir sur ta chaîne, une première. J'espère pas une dernière. Non, je pense que cette année 2024 va être assez intéressante pour ceux qui te suivent et ceux qui me suivent et me suivront. Eh bien, disons qu'on enchaîne les années intéressantes, décidément, dans nos contrées. Accélération de l'histoire, oui. Tout à fait, mais on a la chance, bien d'être au moins les témoins de l'histoire. Je m'estime chanceux. Oui, la fin de l'histoire c'est jamais celle-ci. Enfin, ça a été mal compris d'ailleurs, mais la fin de l'histoire, non, tout au contraire, on a une accélération. Personnellement, moi, je m'y attendais. J'attendais ce moment depuis très longtemps, mais comme tout le monde, on a été surpris par ce qui s'est passé ces dernières années, on va dire depuis 4 ans, quoi, à peu près. Le piège américain à l'Europe. Oui, c'est vrai. J'ai publié il y a quelques jours sur mon canal Telegram un petit résumé en fait d'une situation précise d'aujourd'hui dans le cadre de cette actualité mondiale, cette confrontation entre je dis pas l'Occident parce que pour moi l'Europe n'est pas occidentale. L'Occident, c'est le cache-sexe de l'impérialisme américain, mais bon, c'est une autre histoire. On va pas faire un descriptif idéologique d'aujourd'hui, mais quand même un peu de géopolitique parce que c'est la raison. Les États-Unis veulent toujours rester. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait l'équilibre. Ce qui a garanti la paix en Europe, d'ailleurs, c'est pas la présence américaine, c'est le fait qu'il y avait aussi la présence soviétique et que chacun menaçait l'autre. Donc, c'est ce qui a garanti la stabilité dans cette guerre froide, on va dire. Mais cette guerre froide n'a jamais cessé, même à la chute de l'URSS, à l'effondrement de l'URSS, parce qu'elle s'est effondrée d'elle-même, pas par l'extérieur, mais ils ont cru qu'ils avaient gagné, ils ont toujours continué. Et puis les néoconservateurs américains au pouvoir depuis des dizaines d'années, dont beaucoup sont d'origine des pays de l'Est, avec une obsession sur la Russie, une russophobie qui relève des histoires peut-être personnelles et voire même de maladies cliniques, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais ceci étant dit, c'est d'éviter, c'est le Earthland, le cœur du monde contre le reste du monde, et c'est l'Eurasie, et le cœur de l'Eurasie c'est la Russie, et qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde, et la peur des Américains c'est l'union des deux Europes, celle de l'Ouest, on va dire, et celle qui se construit autour de Moscou, de Vladivostok à Dublin. Et pour ça, il faut toujours la diviser, et ils l'ont toujours fait, ça a toujours été leur objectif. Je vous rappelle pas 2014, Maïdan, le coup d'État, donc ça a été très clair. Madame Nuland, qui était la secrétaire d'État chargée par les États-Unis de tout ce qu'on appelle l'Eurasie, l'avait même dit, le fameux « fuck you ». Et donc, ils ont travaillé, même d'ailleurs depuis très longtemps, parce que les bendéristes... on va dire au Canada et aussi aux États-Unis, on l'oublie un petit peu, ont été, on va dire, mis au congélateur et ressortis dès la fin de la chute de l'URSS pour jouer sur les petites haines ancestrales de ces gens-là qui ne sont que de l'ouest de l'Ukraine, entre parenthèses. Mais enfin, donc 2014, nous avons le coup d'État et puis nous avons donc ce qu'on pouvait appeler au début la guerre civile, vu certains ne considèrent pas leurs concitoyens russophones comme des concitoyens, donc on peut appeler ça en fait une autre chose, une guerre de confrontation différente, et ça a toujours été mis en avant par les États-Unis. On a vu les accords de Minsk, on sait très bien que c'était juste pour faire gagner du temps, et l'intervention de la Russie, pour moi, a été une guerre préventive, puisque toutes les forces ukrainiennes étaient depuis 1 an mises au fur et à mesure, se rapprocher des lignes du Donbass, et comme disait Vladimir Poutine, quand il parlait de son enfance à Saint-Pétersbourg, il disait lorsque l'affrontement est inévitable, il faut frapper le premier. C'est ce qu'a fait la Russie en réalité. L'histoire remettra les choses à leur place. Et depuis, les États-Unis en fait
toujours, ils ont toujours plusieurs objectifs. Et dans cette guerre, c'est pas simplement de taper la Russie avec leur fantasme de détruire la Russie en plusieurs morceaux, qui est un projet d'ailleurs entre parenthèses qui n'est pas américain, hein, qui a été créé par certaines puissances d'une autre époque et qui a été repris par les États-Unis pour diviser pour régner, hein, le classique. Et ça aboutit ça c'est un de leurs objectifs, mais l'objectif principal quand même, ça a toujours été, surtout dans le monde aujourd'hui qui change, ils le sentaient déjà arriver, c'est d'affaiblir en fait, de resserrer les rangs de leurs étrangers proches à eux, et donc de leur colonie européenne, l'Union européenne, et de détruire en réalité ceux qui pouvaient leur porter ombre. Et dans le cas précis en Europe, c'est l'Allemagne, et le lien entre l'Allemagne et la Russie, en particulier énergétique et industriel, il fallait le casser, puisque c'est ce qui aurait peut-être permis en partie de faire naître une véritable volonté de puissance en Europe. Et pour cela, il faut évidemment diviser. Les guerres sont tout à fait bien. Les gens qui font partie, ce que j'appelle moi du parti américain, partout en Europe, ils sont allés. C'est pour ça que certains ne comprennent pas. Mais pourquoi nos pays font ça, nos gouvernements? C'est contre nos intérêts. Mais non, oui, évidemment, mais ils sont pas là pour défendre vos intérêts. Ils sont là pour défendre les intérêts de leur oncle Sam. Et on aboutit aujourd'hui, effectivement, à Nord Stream, tout ce qu'on a vu. Nord Stream, c'est les Russes qui l'ont fait sauter. On est d'accord. Oui, les Russes, en fait, mais par l'intermédiaire des Ukrainiens qui savent plonger à 110 mètres avec du C4. Et en fait, ils ont appris ça dans la mer Noire, certainement. Ils ont donc leur propre gazoduc. Ils sont comme ça. Ils sont prêts à tout. Oui, voilà. En oubliant le tweet, je sais pas le président ou je sais plus quel responsable polonais à l'époque qui avait dit merci à nos amis américains. Bon, il a vite effacé, mais bon, il a quand même été publié. Même si c'est les Anglais qui l'ont fait pour les Américains, mais bon, c'est un secret de polichinelle. Il y a que les médias en Occident qui font croire que nous ne savons pas. Ah bon, nous ne savons pas, d'accord. Nous ne savons pas. Même moi qui suis pas dans le secret des dieux, il suffit un peu de lire même la presse américaine où on trouve certainement plus de vérité pour savoir qui a fait qui a fait quoi. Bon, même les généraux de plateau le savent, même ceux qui font semblant, ils savent qu'ils mentent. Le résultat, c'est que on revient donc à ton introduction où tu parlais, ce qui t'avait interpellé, c'était le petit post, la petite publication que j'ai faite, qui s'intitule Le piège américain donc à l'Europe. Et depuis, donc les Européens ont achètent du gaz GNL partout dans le monde, et essentiellement américain, ce qui a fait augmenter les prix, ce qui a créé en partie une crise d'ailleurs dans certains pays qui en ont aussi le plus besoin. Donc depuis l'introduction des sanctions américaines qui interdisent à l'Europe d'acheter du gaz à la Russie. Je pense même pas je pense que même eux-mêmes l'ont mis qu'ils se sont interdits, parce que le gaz russe était rapide, immédiat, il n'y a pas besoin de dégazifier, donc il coûte moins cher. Les Russes font des contrats à long terme, c'est-à-dire que vraiment les prix étaient moins chers. Après on va pas parler, les Polonais qui voulaient payer au prix spot et puis finalement ils se sont fait avoir, eux-mêmes. L'imbécilité totale des gens qui n'ont pas de conception à long terme de la gestion d'un État. Mais en tout cas, oui, après ils ont acheté donc du GNL américain, mais qui ne pouvaient pas fournir de toute façon la quantité que fournissait la Russie. Donc ils ont pillé le maximum qu'ils pouvaient dans le monde entier, ce qui aboutit à une augmentation donc du prix du GNL, du prix du gaz en lui-même, etc., etc. Donc ça, en fait, dans le monde entier, les prix de l'énergie ont augmenté à cause de l'imbécilité des pays de l'Union européenne qui ont suivi et les injonctions américaines. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, parce qu'on peut se dire, ok, on paye, ils vont dire aux Européens, on paye plus cher, mais c'est le prix à payer contre la guerre, contre l'autocratie russe, etc., etc., etc. Bon, alors, faisons-nous l'avocat du diable, on va dire que ça se tient. Sauf que, comme je l'indiquais, je fais que rappelez-vous ce que j'ai indiqué au tout début, l'ennemi de l'Europe sont les États-Unis, puisque les États-Unis ont peur que l'Europe qui se réunit de Vladivostok à Dublin est la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire mondiale, la première puissance créatrice mondiale dans les inventions, etc. Donc, il faut absolument la taper, allons nous dire. Et j'indiquais, je vais faire une petite lecture, mais simple, de ce projet. J'indique étape 1, c'est les États-Unis interdisent à l'Europe d'acheter du gaz, ce que tu as indiqué, du gaz totalitaire évidemment, parce qu'un gaz a une odeur, semble-t-il, à la Russie en le remplaçant par du GNL américain à un prix plus élevé. L'étape 2, c'est les États-Unis triplent leur exportation vers l'Europe à des prix exorbitants, évidemment, hein, business is business. Ceci étant dit, pourquoi
pourquoi ils se gêneraient pas de le faire. Étape 3, sans accès à des ressources bon marché, donc les industries de l'Union européenne fuient vers les États-Unis, notamment des grands groupes de la chimie ou de l'industrie allemande principalement, d'où aujourd'hui la récession allemande. C'est pas que les gens consomment moins à cause de leur sensibilité à l'écologie CO2, c'est que il y a moins de salaire et parce qu'il y a moins d'emplois, parce qu'il y a moins d'entreprises. Étape 4, l'Europe veut augmenter ses importations, ce qui signifie construire davantage de terminaux pour réduire les prix du gaz et ramener l'industrie. On parle là de construire des terminaux aux États-Unis. Mais que vient-il de se passer il y a, je crois, 2 semaines? L'étape 5, c'est les États-Unis sous couvert de sauver le climat et puis en même temps pour embêter les problèmes intérieurs avec le Texas, et, voilà, Biden, républicain, etc. Il vient d'interdire les nouveaux projets de construction d'usines pour le GNL, c'est-à-dire pour le compressé, ce qui maintient les prix élevés et donc limite les approvisionnements. Parce que aussi, il faut savoir que dans le futur, les énergies fossiles quand même seront de plus en plus chères et de plus en plus difficiles à trouver et à exploiter. Et les États-Unis, ils n'ont pas envie de mourir. L'Asie n'a pas envie de mourir. C'est pourquoi ils dealent avec la Russie. Mais il semble-t-il que la décroissance a été choisie par nos charmantes élites très intelligentes de l'Union européenne et donc ça aboutit qu'aujourd'hui l'Europe se trouve piégée. On lui vole son industrie d'une manière cette fois-ci autre autre que le chantage que les États-Unis ont fait depuis très longtemps et ils ne peuvent plus avoir en fait un gaz bon marché. Ce qui aboutit que de la dépendance russe à bon marché, ils sont à la dépendance américaine à très mauvais marché. Voilà, vous savez, ils sont tous un peu les Bruno Le Maire au niveau de l'Union européenne, donc il faut pas s'en étonner. J'ajoutais un petit trait humoristique parce qu'il faut rire même des catastrophes qui, pour l'Europe, est vraiment important. C'est que peut-être que la prochaine étape consistera à demander des fonds pour construire des terminaux et des navires qui sont respectueux du climat et des droits des LGBTQ+, azerty, mon cul sur la commode. Donc voilà plus ou moins. De toute façon, quoi que cela puisse cacher à l'extérieur, la stratégie, comme je viens de la décrire, vous voyez qu'elle a été, pour moi, mise en place avec brio et que aujourd'hui, vous avez cette dépendance au gaz russe qui était finalement un bon deal et qui aujourd'hui est un mauvais deal avec les Américains. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où vous avez les États-Unis qui ont les moyens de leur économie, c'est-à-dire l'énergie, comme le disent certains, l'énergie c'est la croissance ou l'économie c'est l'énergie transformée. Les États-Unis ont l'énergie, la Russie a de l'énergie, l'Europe n'a rien et se coupe de ses liens avec la Russie qui sont des liens naturels puisque effectivement une véritable Europe-puissance ce serait l'énergie et les matières premières russes et l'industrie on va dire allemande et pourquoi pas, allez rêvons-nous à l'époque où on pensait l'axe Paris-Berlin-Moscou qui ferait l'Europe, qui aurait fait l'Europe plutôt. On va dire le génie français, on aurait mis les trois en même temps et c'était la fin des États-Unis. C'est la fin immédiate des États-Unis. Et donc il faut tout faire et non seulement les États-Unis amènent des guerres, mais en plus, en collaboration avec certaines élites, suicident les pays européens. Donc c'est pour ça que c'est en lien finalement avec la thématique même de l'expatriation ou de voir ailleurs, parce que quand bien même, moi personnellement, j'ai pas une appétence pour les États-Unis. Pour autant, en dehors de ça, si vous voulez, quand vous vous projetez dans l'avenir, pas que pour vous ou pour votre famille, vos enfants, il faut aller là où vous avez une possibilité de croissance, où il y a une possibilité de développement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas malheureusement, je dis avec le cœur déchiré, ce n'est malheureusement pas en Europe et vraiment pas en France qu'on va pouvoir trouver ça. L'avenir compliqué, mais il peut être encore aux États-Unis. Pour quelle société, ça c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'avais d'autres arguments pour lesquels effectivement il faut entre guillemets venir vivre en Russie. Mais aujourd'hui, celui-ci, ça devient un choix aussi économique et rationnel quand on voit à long terme. Beaucoup disent d'ailleurs, je vends pas la Russie
ou l'expatriation en général comme la solution, parce que c'est pas fait pour tout le monde l'expatriation aussi, mais parce qu'il faut avoir un certain revenu, il faut savoir un certain capital, il faut avoir un certain, comme on dit, mindset, mais là il faut vraiment l'avoir, il faut vraiment switcher dans sa tête, hein. C'est pas on va vivre en français à l'étranger, non, ça fonctionnera pas dans n'importe quel pays, ça fonctionnera pas comme ça. Vous avez aujourd'hui de plus en plus d'éléments qui démontrent que si vous voulez, il y a des gens qui préfèrent attendre sur place, mais vous savez, le Titanic, il peut être joli, vous pouvez être toujours dans une suite de luxe, le Titanic, mais ça n'empêche qu'il coule toujours. Et l'Union européenne, c'est ce qui arrive. Et certains aussi y vont par cœur, certains Russes y vont par comme étant des réfugiés, certains se considèrent en Russie comme des réfugiés. Oui, c'est vrai. Et certains peuvent critiquer les manquements que vous pouvez avoir en Russie. Oui, effectivement, tout n'est pas parfait, il n'y a pas de pays idéal. Mais le rafio russe que certains se moquent, lui, il va à bon port, qui vous permettra de continuer votre vie, alors que dans l'Union européenne, vous êtes effectivement dans le Titanic, vous coulez, et puis avec la phrase jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusqu'à temps que l'eau vous empêche, on va dire, d'ouvrir votre bouche et de respirer avec votre nez. Fabrice, je te remercie beaucoup de ton intervention. J'aurais aimé traiter le sujet, mais quand j'ai pensé traiter le sujet, je me suis bien rendu compte que tu étais mieux placé pour le traiter. Tu avais une connaissance plus profonde de la problématique, et je suis content que tu sois venu ici pour la partager avec moi, parce que j'ai appris des choses, mais aussi avec tous les gens qui nous ont écoutés. Pour les gens qui veulent continuer de suivre Fabrice. Alors Fabrice, il faut savoir que il a tout un écosystème et il est vaste, mais il faut le prendre par un bout, il faut commencer quelque part. Il y a la newsletter de Fabrice qui s'appelle La Lettre du Fariste, et vous allez trouver le premier lien en description de cette vidéo. Ça sera un lien pour s'inscrire à la Lettre du Fariste et donc être informé des nouveautés, de l'actualité et des activités de Fabrice, puisque il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Merci Fabrice d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.